C'est bien de ne pas être en direct, que personne ne sait à quelle heure on démarre. Bon, excusez-moi, on va y aller. On a déjà démarré, non? Vous aviez déjà démarré? Ça fait 5 minutes. Bon, on peut. Voilà, bonsoir, merci de votre présence. Je dois d'abord, comme d'habitude, donner lecture de l'ordre du jour de la dernière séance de ce conseil municipal. C'était le 19 novembre 2021 à 20h. L'ordre du jour était très chargé. Décision modificative numéro 3 pour amortissement sur budget commune. Lancement consultation emprunt budget VVF. Lancement consultation emprunt budget camping. Nouveau plan de financement salle omnisport. Plan de financement WC public. Ouverture d'une avance de trésorerie sur le budget assainissement. Décision en matière de photocopie. Décision en matière de location de la salle de la Pérade. Décision en matière de tarification relative à l'occupation du domaine public. Décision en matière de tarifs emplacement marché. SMBV2A, adhésion à la commune de Saint-Isère pour raccordement d'eau potable. Lancement d'un appel d'offres pour opération triennale des travaux de voirie. Subvention additionnelle DRAC pour travaux aménagement des abords de la maison du gouverneur. Renouvellement de postes. Programmation coupe de bois 2021-2022 par l'ONF. Prise en charge de la formation autorisant un agent à l'usage du certibiocide, lutte contre les frelons asiatiques. Convention pour la plantation d'une haie. Convention opération collective de diagnostic énergétique de bâtiments publics. Avenant au bail civil de droit commun pour l'exploitation par VVF du site de Puech-Moutonnier. Retrait de la délibération 87-2021 et report des enquêtes publiques. Et enfin, décision sur biens soumis à droit de préemption urbain. Voilà quel était l'ordre du jour de la séance, de la précédente séance. Et je vous invite donc à signer la feuille de présence de cette séance donc, du 19 novembre. Voilà. Donc nous allons démarrer cette réunion, la réunion de ce jour, donc 17 décembre 2021. Je voudrais demander qui veut faire secrétaire de séance. Rémi, merci. Voilà, donc l'ordre du jour sera le suivant. Finance budget, admission des créances en non-valeur. Marché public. Nouveau plan de financement au camping pour investissement passe relance tourisme. Ressources humaines, renouvellement de l'adhésion au contrat groupe d'assurance de risque statutaire. Renouvellement de la convention au service de médecine professionnelle du centre de gestion.
Délibération pour recrutement dans le cadre de remplacement, renouvellement d'un poste, changement de quotité de temps de travail d'un agent titulaire à temps non complet. Sur le plan scolaire, nous avons la participation aux frais de transport scolaire pour élèves hors département de l'école publique. Et enfin, sur l'urbanisme, décision sur biens soumis à droit de préemption urbain. Mais avant d'attaquer, je dois vous faire voter si vous êtes d'accord de porter un nouveau point à l'ordre du jour. Suzanne vous l'expliquera en détail, mais il s'agit d'une modification qui nous est demandée par le trésorier payeur lors du conseil du mois de septembre. Nous avions décidé une avance de trésorerie depuis le budget communal vers le budget camping, et nous avions annoncé comme date de remboursement de cette avance à la fin de l'année 2022. Et il se trouve que le TP nous retoque là-dessus en nous disant vous ne pouvez l'avancer que d'un an date à date. Donc il faudra qu'on redélibère pour refixer la date au 13 septembre plutôt qu'au 31 décembre 2022. Voilà, donc déjà, est-ce que vous... Qui est pour... Les procurations. Oui, mais je fais voter ça d'abord. Peut-être, oui, vu qu'on vote. Vu que vous allez voter, peut-être... désolé. Oui, Nicolas me fait rappeler que j'ai oublié de vous mentionner les procurations. Donc nous avons 3 procurations pour cette séance. Mathieu Larossini qui donne procuration à Rémi Mazière. Fabrice Guibal qui donne procuration à Laurence Milla. Et Virginie Le Floch qui me donne procuration à moi. Voilà, donc qui est déjà pour qu'on rajoute le point que je viens de présenter à l'ordre du jour. Je vous remercie. Donc, je vous propose qu'on commence par ça, et que si Suzanne veut bien nous le présenter, j'en ai dit un bon morceau, mais... En fait, tu as tout dit. Tu l'expliqueras mieux que moi. Ah ben non, simplement, effectivement, comme vous l'a dit Monsieur le maire, le TP, par rapport à ce qu'on a décidé, c'est-à-dire de faire une avance du budget principal de la commune au budget camping, une avance de 40 000 € pour couvrir les frais des travaux, eh bien, on pensait qu'il fallait remettre au budget principal les 40 000 € qu'on avait prévus. Et en fait, le TP nous dit qu'effectivement, c'est de date à date. Donc, comme on a pris la délibération le 13 septembre 2021, ça court jusqu'au 13 septembre 2022. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord donc de cette modification qui nous est demandée en fait par le trésorier payeur? Voilà, ça ne change rien sur le fond, mais il faut juste recaler les dates et délibérer dans ce sens. Donc, qui est pour cette proposition? Je vous remercie. Dans le premier point consiste à l'admission des créances en non-valeur, et c'est Natacha qui me le présente. Alors, donc en effet, la délibération suivante concerne l'admission de créances en non-valeur sur les budgets communes et assainissement pour l'exercice 2021. Fin 2020, le service de gestion comptable de Villefranche-de-Rouergue nous a communiqué les états de non-valeur recensant les créances présumées irrécouvrables au titre de l'année 2020, à savoir la liste 2020 numéro 44 90 57 11 11 pour le budget assainissement pour un total de 929 € et 49 centimes. Et la liste 2020 numéro 43 44 63 02 11 pour le budget communal pour un total de 414 € et 25 centimes.
Suite aux différentes démarches de relance réalisées auprès des administrés redevables de créances sur le budget principal de la commune, toutes les propositions de créances à admettre en non-valeur ont finalement été soldées. Il n'y aura donc pas de créances à admettre en non-valeur sur le budget communal 2021. En ce qui concerne les dettes sur le budget assainissement, une facture a pu finalement être réglée par un redevable après que nous ayons signalé son changement d'adresse auprès du Trésor public. La somme révisée des créances à admettre en non-valeur s'élève désormais à 801,45 €. Au vu de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables sur le budget assainissement 2020 pour un total de 801,45 € à mandater au compte C6541. De valider le fait qu'il n'y a plus aucune créance à admettre en non-valeur sur le budget communal 2021, toutes les créances de 2020 ayant finalement été réglées, et de donner son accord pour le renouvellement des démarches de recouvrement pour les créances à admettre en non-valeur pour 2021, afin de solder autant que possible les titres en attente de règlement. Voilà. Moi, je voulais vraiment remercier différents élus et principalement Natacha pour le boulot, le travail qui a été fait pour faire rentrer l'argent de ces factures impayées. Bravo sur le budget commune, c'est des factures de cantine en fait, hein, essentiellement, ou uniquement même. Hein. Donc le travail a bien été fait dans ce sens. Ça a été plus difficile au niveau de l'assainissement, même s'il y en a un petit bout qui est rentré. Il faut savoir que c'est des factures qui étaient dues depuis les années 2017, 18 et 19, donc avant que nous n'arrivions. Mais bon, peu importe. Et bravo pour le travail réalisé, parce que je sais que ça n'a pas été facile. Voilà, donc... s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote la délibération telle que l'a présentée Natacha. Qui est pour? Je vous remercie. Sachant que, comme il est indiqué dans la dernière ligne de la délibération, ce n'est pas parce que nous approuvons cette mise en non-valeur que nous n'irons pas un jour ou l'autre, parce que nous les connaissons, chercher les personnes qui n'ont pas payé leur part d'assainissement. Il n'y a pas de raison. On a toujours l'œil de Natacha dessus. Merci. Le nouveau point de l'ordre du jour concerne le nouveau plan de financement au camping pour investissement Passe Relance Tourisme que nous présente Suzanne. Oui, alors, bon, toujours le camping. Mais bon, on avait déposé un plan relance tourisme et que vous avez accepté et que la région a accepté aussi, ainsi que le département. Mais on s'est aperçu entre-temps qu'il y avait d'autres travaux qu'on n'avait pas mis sur ce plan relance. Alors la région a pu adapter, mais le département avait déjà délibéré, il nous avait déjà donné un montant de 24 103 € sur ces travaux. Donc, voilà, on a eu de la chance, ils acceptent quand même, le département, qu'on redépose un plan de financement modificatif pour les travaux qu'on n'avait pas, à l'époque, on n'avait pas de devis. Et donc là, on a les devis, on a le montant des travaux, et donc on va déposer un nouveau plan de financement au département uniquement. Alors, donc c'est des trappes de désenfumage sur le restaurant, pour une somme de 9 380 €. Une pompe à chaleur pour le restaurant, de 21 311,46 €. Et des menuiseries du restaurant et du camping, pour 11 427,90 €. Donc pour un total de 42 119,36 €. Donc on attend une aide, une subvention du département de 12 635,81 €.
Et donc, toutes ces sommes, c'est des montants hors taxes. Voilà. Donc, je vous demande, enfin, si vous voulez, j'ai les devis qui sont près de moi. Si vous voulez les voir, je peux vous les faire passer. Et sinon, je vous demande d'approuver ce plan de financement modificatif. Qui va permettre à la cantine pirate de rester à flot, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et la région, ça, ce n'est que le département. La région a déjà, nous a instruit le dossier déjà et a accepté ce changement. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets cette délibération au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne le renouvellement de l'adhésion au contrat groupe d'assurance des risques statutaires et que nous présente Jean-Régis. Voilà. Merci. Ce qui nous est proposé, c'est de renouveler un contrat d'assurance statutaire qui couvre l'ensemble des risques liés au personnel, donc que ce soit risque maladie, accident, maladie longue durée, etc. Ce contrat est négocié par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron, ce qui nous garantit les meilleures conditions, puisque en négociant pour l'ensemble des communes de l'Aveyron, ils ont pu avoir des conditions extrêmement intéressantes. Ce qui a été l'organisme qui a été retenu, c'est la société Grâce à Voix CNP. Le contrat est négocié pour 4 ans. Il est révisable au bout de 2 ans. Tous les ans, la commune peut, avec un délai de préavis de 6 mois, rompre ce contrat. L'intérêt de ce contrat, c'est qu'il protège à la fois les salariés et il protège aussi la commune en cas d'accident, en cas de maladie professionnelle. La commune est couverte par ce contrat. Et donc c'est extrêmement important. Certaines petites communes ont pu voir leur budget très largement amputé pour des problèmes de remboursement. Et puis le fait de la mutualisation nous permet d'obtenir un tarif tout à fait intéressant. Alors ce qui vous est proposé, donc, c'est de renouveler ce contrat, l'adhésion au contrat de groupe d'assurance des risques statutaires initié par le centre de gestion, donc, qui a été négocié par le centre de gestion départemental, d'accepter la proposition de l'assureur Grâce à Voix CNP pour une durée, donc je l'ai dit, de 4 ans sur un régime de capitalisation, d'adhérer donc au contrat d'assurance proposé par le centre de gestion de l'Aveyron, avec les risques assurés en tout risque, donc accident de service, incapacité, maladie de longue durée, maternité, adoption, paternité, décès, d'assurer sur la formule du numéro 1 avec une franchise ferme de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire. Je précise que c'est la formule la plus intéressante pour les salariés, hein, puisque les autres formules comptaient 15 jours ou 20 jours. Et cela s'applique à tous les agents titulaires ou stagiaires affiliés à l'IRCANTEC et contractuels de droit public. Et on vous demande également de déléguer au centre de gestion la gestion du contrat pour la période de 2022 à 2025. C'est eux qui se sont occupés directement avec des frais qui représentent 0,25% de la masse salariale. Et d'autoriser, bien entendu, monsieur le maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent. Y a-t-il des questions à poser sur ce contrat? Quels sont les tarifs? Les tarifs. C'était la bonne question. Et donc, je passe la parole à Nicolas. J'ai pas bien compris. Quels sont les tarifs, Nicolas? C'est-à-dire ce qui nous en coûte? Oui. Je vais devoir récupérer mes notes auprès de Jean-Régis, parce que là, je ne les ai pas. Les tarifs, en tout cas, auprès du centre de gestion, là, c'est la seule chose que j'ai pu noter, moi, sur mes notes, là.
En 2021, il nous en coûte 630 € et 70 centimes pour ce qui est des frais de gestion et d'adhésion donc à cette compétence. Les tarifs, je les ai pas là-dessus. Je peux? Les tarifs sont bien entendu en fonction du nombre de salariés assurés. Voilà. De la masse salariale. Il va falloir faire un petit calcul. Bon, je les ai plus avec moi, mais c'est une dizaine de milliers d'euros par an. Voilà. Je les ai pas avec Oui, moi. ça, on l'avait regardé puisque pour le dernier exercice, c'était près de 10 000 €. C'est vrai que ça représente une somme importante, mais d'abord c'est proportionnel à la masse salariale et Najac a une masse salariale qui est très supérieure à la moyenne des communes en population égale, hein, puisqu'on a beaucoup plus de services que beaucoup d'autres communes. Et puis on a choisi une formule qui assure complètement les salariés et la commune. Merci. C'est vrai que ça fait une somme, c'est surprenant qu'on soit obligé de prendre des assurances privées à ce niveau-là pour ce type de risque, mais nous n'avons pas le choix. J'ai retrouvé mes chiffres, si vous voulez. C'est du prévisionnel, hein, c'est ce que j'ai calculé donc pour 2022. Pour ce qui est des agents titulaires, ça devrait coûter 17 705 €. Et les agents Ircantec, 4 130 €, je crois. Je crois que c'est ça. À revérifier, hein, parce que ces chiffres seront redécoupés par rapport à la masse salariale, recalculés par le centre de gestion, ils vont savoir. C'était, Ah non, je me suis trompé. j'espère. Je me suis trompé, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une... On peut revenir On en était à 21 000. Non, c'est effectivement comme Jean-Régis a dit. Ouais. Là, c'était pas du tout les chiffres, là, c'était la masse salariale mensuelle. Sauf à imaginer que nous embauchions 2 fois plus de salariés d'agents. Je suis pas au courant. Cette somme, elle est versée sur les 3 années ou chaque année? C'est par an. C'est la prime annuelle. Bon, c'est vrai que, comme le fait remarquer M. le maire, c'est vrai que ça représente une prime annuelle extrêmement lourde, mais qui protège vraiment l'ensemble des risques. Et on a quand même un certain nombre d'emplois qualifiés à risque. Tous les emplois de maintenance, de voirie, etc. sont des emplois à risque. Voilà, donc, c'est une assurance qui était prise, Nicolas, depuis plusieurs années Oui, par la mairie. Oui, c'est pour ça qu'on parle de renouvellement. On était déjà sous contrat donc depuis 4 ans, ça se termine là au 31 décembre. Et il faut renouveler. Donc c'est pratiquement les mêmes conditions, ce qui est plutôt positif aussi. Qu'on reparte sur les mêmes conditions qu'il y a 4 ans. Voilà, dû à l'effet de contrat groupe en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je mets la proposition au vote. Qui est pour la délibération telle que proposée par Jean-Régis? Je vous remercie. Le prochain point concerne le renouvellement de la convention au service de médecine professionnelle du centre de gestion. C'est Isabelle qui nous en parle.
Alors, les visites périodiques en médecine du travail sont obligatoires tous les 2 ans pour et même tous les ans pour les techniques. C'est le délai qui évite tout recours contentieux. Les visites médicales d'embauche le sont aussi. Pour les premières, on organise généralement une journée sur Najac où le médecin du CDG voit tous les agents. Pour les seconds, idéalement, nous souhaiterions qu'on le fasse pour les saisonniers sur une journée. Mais dans les faits, beaucoup d'entre eux, étudiants hors Aveyron, ne se rendraient que difficilement disponibles. Il faudrait qu'ils se rendent sur Rodez, au CDG, sinon. Ce qui est rare. Conclusion, s'agissant des embauches, nous remboursons surtout les actes des médecins agréés. Donc je vous invite à renouveler une convention qui roule sur des missions obligatoires pour la commune et qui pourrait coûter très cher, faute d'adhésion. Voilà. Tu as des tarifs, du coup? Apparemment, donc ça coûte 51 € par an et par agent, c'est ça? Par agent, oui, et ça comprend également le nombre important de saisonniers, voilà, parce que ce sont des visites obligatoires. Oui. C'est-à-dire que s'il arrivait un souci pendant le travail, voilà, il y aurait une vraie responsabilité engagée. Donc il y a effectivement, comme le disait Madame Barès, il y a ce caractère obligatoire donc pour tous les agents. Donc il y a à la fois les permanents et donc les saisonniers. Donc à 51 €, je vous laisse le calculer. Et les visites périodiques également, comme elle l'a dit, Madame Barès, pour les agents techniques et les agents administratifs. Pour les techniques, c'est tous les ans. Voilà. D'accord, merci pour ces précisions. Donc, qui vote pour cette proposition de renouvellement? Merci. Laurence va nous parler d'une délibération pour recrutement dans le cadre des remplacements. Alors c'est une délibération de principe, c'est-à-dire que ce n'est pas une délibération qui vise à recruter là des agents, mais qui vise à permettre de le faire sans avoir à délibérer lorsqu'on est dans une situation de nécessité de recruter pour des remplacements, c'est-à-dire de manière temporaire. Il y a une délibération qui avait été prise, qui s'applique pour l'instant, qui permet ce dispositif uniquement pour 2 postes. C'est le poste à l'agence postale et le poste de cantinière. Or, on a réalisé qu'on faisait face parfois à des situations dans lesquelles il y avait des agents en arrêt maladie ou absents pour différentes raisons. Et là, c'est compliqué d'être réactif parce qu'il faut, en l'état actuel, délibérer pour chaque recrutement, y compris pour des remplacements. Donc là, c'est une possibilité qui nous est donnée dans les conditions fixées par l'article 3.1 de la loi du 26 janvier 1984 pour le remplacement des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles. Et donc, ce serait d'autoriser Monsieur le maire à faire ces recrutements sur l'ensemble des postes, sur l'ensemble des services de la mairie, voilà, sans avoir à délibérer à chaque fois pour le recrutement d'agents contractuels de remplacement. Voilà. Donc si vous avez des questions. Oui, parce qu'on se trouvait dans la situation surprenante que si dans un service technique ou administratif, imaginons que tous les agents sont malades, mais je ne pouvais pas recruter quelqu'un en remplacement puisque nous n'avons aucune délibération qui l'autorise. Donc, comme l'a dit Laurence, ce n'est pas pour faire du recrutement supplémentaire, mais c'est pour pouvoir faire retourner les services en embauchant, si nécessaire, du personnel en remplacement. Voilà. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui est... Pardon? Ah oui, qui est favorable? Très bien, merci. Je vais faire le qui m'a surpris. Alain va nous parler du renouvellement de poste. Oui, là, ça concerne le poste renouvelé en 2022 pour le guide de l'Église.
Alors, c'est la deuxième année où nous fonctionnons sur un emploi vacataire. Alors, pourquoi vacataire? Vous allez me poser la question, je vais vous répondre. Sur le plan administratif, d'abord parce que les autres formes de contrat ne le permettent pas. Ce n'est ni un poste de permanent, ni un poste de non permanent, ni un de saisonnier. Il est ouvert sur 7 mois consécutifs, uniquement en saison. La seule forme de contrat qui convienne est donc vacataire. Il n'est pas permanent car limité à 7 mois. Il n'est non permanent car uniquement ouvert en saison. Il n'est pas saisonnier car plus de 6 mois de contrat. Pourquoi payer en fin de mission? Le contexte Covid, avec toutes ces incertitudes, nous offre moins de contraintes administratives. Donc, à la fin de la mission, c'est 5 000 € bruts. Au prorata du temps passé, par exemple en 2021, ayant été touché par la crise sanitaire, ça nous a empêché d'ouvrir l'église au public, en avril notamment, et l'agent n'a par conséquent touché que 95% de ce montant. Bon, pour le nombre de visiteurs, je tiens à vous informer qu'il y a eu 25 866 personnes qui ont visité donc l'église Saint-Jean. Je vous demande donc de faire face à ce besoin par la création d'un emploi de vacataire pour l'année 2022, correspondant à une durée de vacation de 8 heures les week-ends d'avril et d'octobre, et de 17h30 par semaine, de mai à septembre inclus. Que l'agent soit rémunéré au prorata de la vacation en fin de saison touristique après service fait sur la base de 5 000 € bruts si la vacation est accompli en entier. Le prorata sera calculé en fonction du temps réellement effectué au vu des mesures sanitaires encore incertaines en ce moment. Je vous demande donc de prévoir à cette fin une enveloppe de crédit au budget. Voilà, je crois qu'Alain nous a bien détaillé la situation. Donc, je mets au vote qui est pour cette proposition. Je vous remercie. Le prochain point à l'ordre du jour concerne le changement de quotité de temps de travail d'un agent titulaire à temps non complet. En fait, nous avons un agent titulaire qui travaille 29h30 en moyenne, et dont 24 heures en été. En hiver. Temps plein en été et 24 heures en hiver, merci. Ça fait 29h30. Et nous proposons tout simplement, et c'est un personnel titulaire, c'est un poste titulaire, donc il faut une délibération pour ça, de passer de 29h30 à 30 heures pour donc demi-heure supplémentaire pour les besoins de service. Ça fait en fait une demi-journée de plus par mois en hiver, mais c'est nécessaire. Donc nous avons ce besoin et je vous demande l'autorisation de passer à une demi-heure de 29h30 à 30 heures pour cet agent-là. Voilà, c'est peu, mais nous avons à délibérer là-dessus. Donc, s'il n'y a pas de questions, je le mets au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne la participation aux frais de transport scolaire pour les élèves hors département de l'école publique. C'est Laurence qui va nous le présenter comme l'année dernière. Donc effectivement, comme l'année dernière, je vous redonne un petit peu le contexte. La compétence des transports scolaires est dans les mains de la région depuis quelques années. La région fait avec différents... c'était autrefois la compétence des départements. Depuis que la région a repris cette compétence, elle essaye d'harmoniser un petit peu les règlements et des transports. Et donc s'applique actuellement toujours le règlement de l'Aveyron, mais avec une mise en œuvre par la région. En tout cas, dans ce règlement,
pour être reconnu comme ayant droit au transport, ayant droit départemental, l'élève doit fréquenter l'école située sur la commune du domicile parental ou, à défaut, l'établissement le plus proche de ce domicile pour les élèves des classes préélémentaires et primaires. Il précise également qu'un élève dont le domicile parental n'est pas situé dans le département de l'Aveyron n'est pas classé comme ayant droit départemental, même s'il est scolarisé dans le département de l'Aveyron. Donc, le problème qui se pose à Najac, c'est le problème d'enfants qui sont scolarisés à Najac, mais dont le domicile est dans le département du 82. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du financement du transport scolaire, la région demande aux communes une participation pour le financement du transport des enfants domiciliés sur la commune. Donc, pour les enfants najacois, la commune contribue à hauteur de 382 € par an au financement du transport scolaire auquel ils ont droit, pour les enfants qui vont à l'école de Najac, pour les enfants qui fréquentent un collège, pour les enfants qui fréquentent un lycée. Donc la part qui est demandée, c'est 382 € pour les demi-pensionnaires, 191 € pour les internes chaque année. Donc la commune participe à ce financement. Par contre, la commune avait décidé de ne pas participer au financement pour les enfants domiciliés à Najac, mais qui fréquentent une autre école primaire que l'école de Najac. Ceci afin de favoriser plutôt la fréquentation de l'école de Najac, sachant que comme tous les villages, eh bien, il y a une certaine fragilité pour les écoles en zone rurale. Donc, ce qui avait été voté l'an dernier, c'est de faire en sorte que la commune verse sous forme de subvention aux familles qui habitent dans le 82 et qui fréquentent l'école de Najac le même montant que ce que la commune verse à la région pour les enfants fréquentant l'école de Najac, domiciliés à Najac. Donc c'est-à-dire une subvention de 382 € par an, par enfant, domicilié dans le 82 et qui fréquente l'école de Najac. Voilà, donc la proposition, c'est de renouveler la délibération qui a été prise l'an dernier dans les mêmes termes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, donc je mets aux voix cette proposition qui est pour la délibération telle que présentée par Laurence. Je vous remercie. En ce qui concerne le dernier point, concerne l'urbanisme, les décisions sur biens soumis à droit de préemption urbain. Ici, l'exercice que nous présente Nicolas. Avec plaisir. La première DIA concerne un bien situé aux 60 places du Faubourg, peut-être plus connu pour la plupart d'entre vous sous l'appellation du bar de la plage. Est-ce que je donne le montant ou pas? Non, peut-être pas. Alors, ça va sur rien. On le voit, j'imagine, à l'image. On voit qu'il y a la partie commerce et puis derrière, il y a des dépendances également. La deuxième DIA concerne plusieurs biens. Donc il y a à la fois des biens, une maison située au 7 et au 9 de la rue Haute Alphonse de Poitiers, ainsi qu'un bien situé au 18 de la même rue. Normalement, à l'écran, vous voyez tout sur la même capture. Voilà pour ce qui est des DIA. Il n'y en a pas une troisième? Non, non, il y en a deux. Non, je pensais qu'il y en avait trois. Désolé. Oui, en fait, oui. C'est vrai que normalement, là, sur celle-ci, ça aurait dû faire l'objet de 2 DIA. Voilà. Voilà, ça a son importance si votre choix, c'est de préempter voilà,
Administrativement, il faudrait 2 DIA. De toute façon, c'est le même vendeur et le même acheteur. C'est ça. Voilà, donc on peut le passer dans la même, effectivement. Donc, moi, je vous propose de ne pas préempter, mais on le dit souvent, on n'a pas vocation à tout acheter. On a déjà pas mal d'immeubles communaux. Donc, je mets aux voix la décision de ne pas préempter sur ces 2 propositions, qui est pour la non-préemption. Je vous remercie. Donc, les points à l'ordre du jour étant terminés, nous avons quelques informations à vous présenter. Et je passe la parole à Laurence qui va nous parler de l'équipement informatique de l'école. Oui, c'est pour vous donner un peu des nouvelles, puisqu'on avait voté une délibération pour participer à un appel à projet qui s'intitule École numérique, et c'est dans le cadre du plan de relance national. Il s'agissait d'équiper l'école en équipement informatique, et donc on avait été éligible. Le matériel a été acheté, le matériel a été reçu et est installé, il est fonctionnel, et les enseignantes sont très contentes d'avoir des ordinateurs, des tablettes et du matériel pour les enfants, pour les initier à l'informatique et utiliser un petit peu les nouvelles pédagogies liées à l'usage de ces outils. Pour rappel, c'était pris en charge à 70% par l'État, ces achats. Et ça nous a permis de récupérer les vieux ordinateurs portables qui n'étaient plus fonctionnels, qui n'étaient plus en état de marche. On les a récupérés et grâce à un habitant qui s'y connaît un petit peu, eh bien, il a pu donner une nouvelle vie à ces ordinateurs. Donc on en a installé 2 à la bibliothèque ce matin, ainsi que l'ancienne imprimante de l'école, qui sont installés et qui devraient être fonctionnels prochainement. Alain vous en parlera. Et donc voilà, pour les ordinateurs de l'école. Merci. On voulait vous parler aussi de la modification progressive de la collecte des ordures ménagères. Et Natacha va nous faire une petite présentation. Merci. Donc en fait, je pense que tout le monde sait sans doute que le coût du service de collecte et de traitement des déchets domestiques est directement lié à la quantité des déchets produits, ainsi qu'à la qualité du tri de chacun des citoyens. Il se trouve que la taxe générale des activités polluantes va augmenter très fortement sur les 4 prochaines années. Elle est actuellement de 18 € pour la tonne de déchets. Et l'année prochaine, en 2022, elle va passer à 40 €, puis à 51 € en 2023, à 58 € en 2024, pour finalement arriver à 65 € en 2025. Donc cette taxe est payée par la collectivité à l'État. À cela, il faut ajouter l'augmentation des coûts de transport et de traitement des déchets. Donc tout cela a amené le Conseil communautaire à adopter de nouvelles orientations de principe donc, sur l'évolution du service des déchets. Donc Ouest Aveyron Communauté s'est engagé depuis plusieurs années dans une politique de réduction des déchets, d'optimisation de son service collecte et d'amélioration des conditions de travail de ses agents. Ainsi, la production des déchets sur les 3 dernières années a diminué de 7% entre 2017 et 2020, passant d'environ 7 000 tonnes à 6 500 tonnes par an. Malgré cela, les résultats obtenus restent insuffisants au regard des objectifs assignés par la réglementation. Le législateur, dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, s'oriente vers une production maximale de 145 kg de déchets par an et par habitant. Or, sur le territoire d'Ouest Aveyron Communauté, la moyenne constatée est de 245 kg par habitant par an. Cet écart s'explique essentiellement par une présence massive de déchets organiques dans les sacs noirs, mais aussi d'autres matériaux devant normalement être triés, tels que le verre, les emballages, les cartons. Les enjeux majeurs donc, pour le service des déchets dans les années à venir consistent
à limiter l'impact sur l'environnement, notamment en réduisant les quantités de déchets produites et en optimisant le service de collecte, notamment avec la modification des tournées, de façon à maîtriser au mieux les coûts. Dans un tel contexte, Ouest Aveyron Communauté se doit de poursuivre ses efforts d'innovation afin d'élaborer un modèle à même de garantir la qualité du service, des coûts supportables pour l'usager et une amélioration des conditions de travail. Pour parvenir à cet objectif, il est préconisé donc d'intervenir sur les 3 axes majeurs que sont la réduction des déchets à la source, avec notamment le déploiement massif du compostage, le changement de mode de financement du service via l'instauration d'une redevance incitative, l'optimisation du schéma de collecte en s'orientant sur une approche par point de proximité associée à une collecte robotisée. Le calendrier de déploiement de ce projet pourrait être le suivant. En 2022, le lancement des marchés et choix du matériel de collecte en intégrant une définition concertée des emplacements. En janvier 2023, la mise en place des points de proximité d'une collecte robotisée. En 2024, une année blanche pour le passage à la tarification incitative. Et en 2025, l'instauration effective de la redevance incitative. Donc, l'ensemble de ces orientations nous a été présenté, cet été aux élus de la JAC, ainsi qu'aux autres communes de la commune de l'Ouest Aveyron Communauté, afin d'expliquer les enjeux de cette évolution. Et il faut savoir que pour l'instant, c'est un calendrier qui est proposé, mais rien n'est encore décidé. Voilà. Donc, nous vous tiendrons informés donc, de la suite, de l'avancée de ce projet, en fait. D'accord. Merci, Natacha, pour cet exposé bien détaillé. Je voudrais faire un point sur le déploiement de la fibre. Que nous suivons de très près. Orange nous informe que pour l'instant, 78 logements sur la commune sont éligibles à la fibre. En fait, comme le réseau arrive depuis la Fouillade, ce sont essentiellement les habitations qui sont de part et d'autre des routes de la Fouillade et de la D239 route de Saint-André. En fait, à partir de maintenant, ces habitations sont possibles, sont connectables à la fibre. Et d'ailleurs, Orange a déjà déployé ses commerciaux et qui n'ont pas perdu de temps. Et je pense que dès demain, les premières installations doivent commencer. Pour le reste de la commune, les choses ont pris du retard. En fait, les branchements possibles aujourd'hui s'arrêtent à l'entrée du lotissement et à l'entrée du bourg, ce qui, bien entendu, ne nous satisfait pas. Mais il y a eu du retard pour plusieurs raisons. La principale est que il leur faut reconfigurer le réseau dans la partie basse du bourg. Et d'ailleurs, je vous informe qu'il y aura des travaux. On a été prévenus la semaine dernière et on a commencé à y travailler encore aujourd'hui, là. Il y aura des travaux de voirie puisqu'il faudra faire des tranchées depuis le milieu du bourg, en gros la rue de la Loge, tout le long de l'avenue de la Gare, jusque direction Pont-Saint-Blaise et Pont de la Frégère. Donc ces travaux vont être effectués au mois de janvier et février. Et à partir de là, le déploiement pourra se poursuivre, et notamment l'installation du réseau sur l'autre partie de la commune, rive droite, ce qui est le secteur Mazerolles, Villevert, la Salvetat-des-Cars, etc. Voilà, voilà où nous en sommes aujourd'hui. On est en discussion avec Orange pour faire avancer les choses. On aurait souhaité que la connexion puisse être plus rapide puisque tout le monde attend la fibre avec impatience et on comprend, notamment dans les secteurs où il y a vraiment des difficultés de connexion avec le réseau actuel.
Mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. À la fin 2022, on nous promet que toutes les habitations de la commune seront raccordées. On espère que ce sera avant pour la plupart d'entre elles. Oui. Sachant qu'il y a déjà quelques ratés du côté rive gauche, hein, puisque Florent, qui est sans doute celui qui aurait le plus besoin d'une connexion fibre, a été oublié, bien que nous l'ayons rajouté quand ils étaient venus nous rencontrer. Tu vois. Oui. De toute façon, il faut faire remonter effectivement tous les... Et il y en a peut-être d'autres, et il faudrait qu'on ait que ça remonte, hein, qu'on puisse. Tous les loupés qu'il pourra y avoir ici et là. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est important de faire remonter les manques. Hein, qu'on puisse insister. Une information rapide, vous le savez, mais je tiens à rappeler que demain, le 18 décembre, se tiendra le marché d'hiver. Je pense que ce sera un succès puisque on a commandé le beau temps, il sera là. Il y a près de 50 exposants qui sont inscrits et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde et que ça se passera bien malgré la situation sanitaire difficile. Et enfin, un dernier point, pour ceux qui sont passés sur la route de Saint-André, vous avez pu voir peut-être à l'embranchement de la route de Saint-André et de celle qui va Cassagne, Péchéguier, VVF, l'embranchement de la D239 et de la 638, il y a des câbles téléphoniques dans le champ et 4 poteaux qui sont par terre. Donc l'explication, c'est que le département va installer sur la départementale dans le sens, dans le croisement lorsqu'on vient du VVF, il y a une perte de priorité et il y a peu de vision pour lorsque les cultures sont hautes, il y a peu de vision depuis la route de Saint-André. Et le département a fait des acquisitions foncières et va élargir le carrefour pour faire ce qu'ils appellent un champ de vision et un champ de vue, pardon. Et voilà, le problème c'est que l'entreprise a levé les poteaux avec en gros 15 jours d'avance puisque les travaux ne vont pas se faire avant le début de janvier 2022. Donc voilà, je rassure tout le monde, c'est pas un accident, il n'y a rien de cassé. La connexion téléphonique et ADSL fonctionne normalement. Mais comme nous avons eu pas mal d'interrogations et que nous nous sommes interrogés nous aussi, je vous donne l'explication. Voilà, ben je termine cette séance de conseil municipal. Je vous remercie. On a coutume de faire un débat avec le public. Je remercie au public très nombreux d'avoir conservé la distanciation sociale qui est absolument nécessaire. Et je vous remercie. Donc je clôture cette réunion. Merci. Bon, ça a été vite fait aujourd'hui.